pour faire suite à la diapositive sur la partie sur la chaîne épidémiologique, qu'il est vraiment important de comprendre pour pouvoir ensuite mettre les bonnes mesures en place, on va du coup maintenant regarder l'ensemble de ces mesures qui, encore une fois, est important vraiment de comprendre pour pouvoir les mettre en place et surtout bien les respecter. À ce jour, vous le savez, il n'y a ni traitement ni vaccin et on ne peut compter que sur les mesures barrières pour diminuer le risque de transmission du coronavirus. Bien évidemment, ces mesures sont efficaces si elles sont correctement appliquées et bien respectées. Elles vont permettre de se protéger et de protéger les autres vis-à-vis des projections de gouttelettes respiratoires. Il faut également éviter les gestes à risque, ça veut dire qu'on ne se touche pas le visage, on est vigilant lorsque l'on tousse, lorsqu'on éternue, à bien le faire dans sa manche. On va utiliser des mouchoirs à usage unique que l'on va jeter immédiatement après leur utilisation. Et on va également veiller à éviter tout ce qui est transmission manuportée, c'est-à-dire portée par les mains. Donc dans ce sens, on va éviter les contacts, c'est-à-dire qu'on ne va pas serrer les mains. On va réaliser très régulièrement des gestes d'hygiène des mains, avant tout geste ou contact à risque. Et sans oublier également l'environnement, qui peut être un réservoir de micro-organismes. Donc là aussi, il va y avoir un entretien donc, de l'environnement, mais également de l'ensemble du matériel, encore une fois, pour éviter toute transmission manuportée. Avant de détailler les mesures, arrêtons-nous déjà sur les prérequis. Donc, concernant ces prérequis, il y a déjà la tenue professionnelle. Une tenue professionnelle, qu'elle soit composée d'une blouse, d'un t-shirt, d'un pantalon, en tout cas, une tenue, c'est une tenue qui doit être dédiée à l'activité. On va privilégier des manches courtes pour pouvoir permettre de réaliser des gestes d'hygiène des mains corrects et notamment au niveau des poignets. Elle sera donc propre et changée quotidiennement. Concernant son entretien, il est réalisé en machine à une température de 60 degrés qui doit être maintenue pendant 30 minutes pour pouvoir éliminer l'ensemble des micro-organismes qui peuvent être présents sur la tenue. Elle est également mise à disposition et entretenue par l'employeur, ça veut dire qu'on ne ramène pas sa tenue lavée à la maison. En termes de prérequis, il y a également les bonnes pratiques en règle générale. Ça veut dire qu'au niveau des cheveux, ils doivent être courts ou attachés, on préconise de ne pas porter de bijoux et notamment au niveau des mains, encore une fois pour bien réaliser les gestes d'hygiène des mains. Et les ongles doivent être courts, sans vernis ni faux ongles. Et pour l'organisation en général, l'organisation de travail, eh bien, si l'on a identifié chez un résident un statut infectieux et un risque infectieux particulier, on va privilégier de le prendre en charge en fin de tournée, dans la mesure du possible notamment. Parmi les mesures, eh bien, arrêtons-nous déjà sur l'hygiène des mains. L'hygiène des mains, c'est elle qui va permettre de prévenir le risque de transmission manuportée. Donc, l'objectif étant de ne pas transmettre de bactéries, de virus, de pathogènes. Donc, ce qu'il est attendu dans un premier temps, c'est qu'on privilégie l'utilisation des solutions hydroalcooliques qui vont permettre de désinfecter les mains. Donc, cette solution hydroalcoolique, elle s'utilise sur des mains qui sont propres, qui sont visuellement propres et qui sont sèches. Encore une fois, c'est vraiment l'élément phare par rapport à l'hygiène des mains parce que ça permet de détruire les pathogènes. Le lavage à l'eau et au savon, on va le conserver que si l'on a des mains qui sont visuellement souillées. Où là, on va faire du lavage au savon d'eau. Et attention également au niveau du séchage, à bien toujours utiliser des essuie-mains à usage unique. Ça, c'est vraiment important en ce qui concerne les techniques et les produits. Après, en termes de bonnes pratiques, eh bien, on va faire des gestes d'hygiène des mains avant et après un contact avec un résident, avec un usager, avec une personne. Avant, pour ne pas justement lui transmettre des pathogènes via nos mains. Également après, parce qu'à son contact, on a pu se contaminer les mains. Et pour ne pas ensuite contaminer l'environnement ou d'autres résidents, eh bien, il est important de bien également faire ce geste après le contact. On va aussi réaliser des gestes d'hygiène des mains après le contact avec l'environnement, dans le sens où vous l'avez vu,
L'environnement peut être un réservoir de micro-organismes. Donc, au contact de l'environnement, d'une poignée de porte, d'un téléphone, d'un interrupteur ou d'un matériel, on peut se contaminer les mains. Donc, c'est vraiment important de réaliser ces gestes-là. Et on va également réaliser des gestes d'hygiène des mains avant et après le port d'un EPI, d'un équipement de protection individuelle, pour aussi se protéger et ne pas se contaminer. Concernant l'hygiène des mains, il est vraiment important de respecter la gestuelle. Cette gestuelle, en fait, elle a pour objectif de désinfecter ou de nettoyer la totalité de la surface de vos mains. Donc, il faut vraiment respecter l'ensemble des étapes. Pour compléter en images, voici des photos de prélèvements que l'on a réalisés. Donc, on a pris des boîtes de pétri qui sont des milieux de culture sur lesquels on a posé soit la main, c'est la photo en haut à gauche, soit des objets, vous avez une alliance ou un téléphone, et au contact de la surface, la main ou l'objet a déposé des bactéries. Donc au point de départ, on a déposé une bactérie, et en fait, en quelques heures, ces bactéries se sont développées et on obtient des taches. Ces taches, c'est ce qu'on appelle des unités formant colonie. La mise en culture, elle a été simple, c'est vous prenez votre boîte, donc vous faites votre prélèvement, vous déposez votre boîte dans un endroit à température ambiante, vous l'oubliez, 3 jours après, quand vous venez et que vous regardez, voilà ce que vous retrouvez. Donc, on le voit, les mains peuvent transporter des micro-organismes et c'est loin d'être anodin. Et concernant la dernière photo qui est en bas à droite, c'est une photo qui a été faite au microscope électronique d'une alliance où on voit bien que les bactéries restent au contact du métal. Et en l'occurrence, c'est vraiment pour ça qu'il faut respecter les prérequis qui ne sont pas de bijoux, parce que notamment les solutions hydroalcooliques, ça ne les désinfecte pas, contrairement à ces idées qui sont encore malheureusement véhiculées. Donc il faut vraiment zéro bijou et l'alliance est également à retirer, n'en déplaise à certains. Voilà. Toujours pour continuer en images, vous avez des prélèvements qui là ont été réalisés à différents moments. Le premier tout en haut, c'est un prélèvement qui a été réalisé avant tout geste d'hygiène des mains. Et vous le voyez, on a de nombreuses petites taches. Donc ça veut dire qu'on a de nombreuses micro-organismes, bactéries notamment, qui ont été déposés au contact de cette boîte et qui se sont ensuite développés. Ensuite, on est à réaliser différents gestes d'hygiène des mains. Un lavage à l'eau et au savon, où vous le voyez, il reste toujours des micro-organismes, des bactéries et des virus. On va en trouver un petit peu moins parce que l'action mécanique du lavage simple, c'est-à-dire l'eau et le savon, ont permis de réduire le nombre de micro-organismes, mais pour autant, il y en a toujours. Nous avons également réalisé un prélèvement après l'utilisation d'une solution hydroalcoolique qui a été correctement respectée et en termes de durée de friction et en termes de gestuelle. Où là, vous le voyez, on n'a plus de micro-organismes parce que l'ensemble des bactéries et des virus a été éliminé par la solution hydroalcoolique. Et la dernière photo, ça vous montre, c'est un prélèvement qui était réalisé. Donc, on a dans un premier temps fait un geste d'hygiène des mains avec de l'eau et du savon qui a été suivi immédiatement après par l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Où là, on a réalisé notre solution hydroalcoolique en fait sur des mains qui étaient incorrectement séchées. Donc on voit bien que là aussi, on n'a pas une grande efficacité. Et en fait, seule l'efficacité de l'eau et du savon apparaît, puisque du coup, avec une diminution due à l'efficacité mécanique de l'eau et du savon. Et par contre, c'est vraiment quelque chose qui est à proscrire parce que vous n'avez pas d'efficacité, vous n'avez pas la même efficacité que si vous utilisez que de la solution hydroalcoolique. Et au-delà, vous allez altérer le film hydrolipidique de vos mains et vous allez créer des intolérances probablement qui seront liées à ce mésusage. Je vous propose de visualiser cette petite vidéo sur l'hygiène des mains et qui reprend l'importance de la gestuelle et surtout des différentes étapes et de bien les respecter pour désinfecter ou laver vos mains. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'image.
Concernant le port de gants, un des points essentiels qui a été vu dans la partie sur la chaîne épidémiologique, il n'y a pas de passage à travers la peau du virus. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indication à porter des gants de manière systématique. Les indications du port de gants restent donc celles des précautions standards, à savoir en cas de risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques, en cas de contact avec une muqueuse ou d'une peau lésée, lorsque vous faites une toilette, lorsque vous faites un change, que vous manipulez du linge sale, que vous réalisez un pansement, le port de gants est attendu à ce moment-là, mais pas plus. De même, si vous avez des lésions sur les mains en tant que soignant, il va falloir que vous vous protégiez. Donc là, le port de gants de soins est également attendu. Lorsque vous utilisez des produits chimiques parce que vous faites de l'entretien des locaux ou l'entretien du matériel, là, il va falloir porter des gants, mais ce sera des gants de ménage qui vont vous protéger en effet du risque chimique. Il est important aussi, lorsque l'on met des gants, de respecter des bonnes pratiques. Ça veut dire qu'avant de porter des gants et immédiatement après leur retrait, il va falloir réaliser une hygiène des mains et ça, c'est impératif. Les gants, ça se retire dès lors qu'ils ne sont plus nécessaires. On les retire immédiatement après le geste et donc, comme je vous l'ai dit, on fait suivre d'une hygiène des mains. Il faut être vigilant parce que le port de gants systématique, ça peut être un frein à l'hygiène des mains. Et du coup, les gants, comme ils peuvent être, comme les mains contaminées, ils peuvent être à l'origine de transmission indirecte du virus. Donc, il faut vraiment être vigilant et faire la chasse au port de gants en systématique parce qu'encore une fois, c'est une pratique qui est vraiment à risque. C'est ce qu'on appelle un mésusage. Les gants, une fois qu'ils sont éliminés, vont être éliminés dans la filière des déchets d'activités de soins. On ne devrait plus voir d'utilisation de gants poudrés puisqu'ils ne sont plus recommandés depuis de nombreuses années maintenant. Pour autant, si il venait à y avoir des gants poudrés qui soient utilisés, eh bien, au retrait, à ce moment-là, c'est un lavage à l'eau et au savon qui va être réalisé puisque il y aura présence de quelque chose sur vos mains et du coup, on ne pourra pas utiliser de solution hydroalcoolique. Cette seconde vidéo sur le port de gants, que je vous invite à visualiser, met vraiment en lumière le risque qui est inhérent à un port de gants et notamment à un port de gants continu, et de même que le risque de contamination lorsqu'on les retire. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps et à bien regarder cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, avant de porter des gants, la première des choses à faire, c'est un geste d'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. Ensuite, on va être très vigilant lorsqu'on va les enfiler pour ne pas les contaminer. Ça veut dire qu'on va dans un premier temps prendre qu'un premier gant dans la boîte de gants, que l'on va enfiler délicatement en limitant la surface qu'on va toucher, on va le mettre. Puis, on va aller rechercher dans la boîte le second gant, où là aussi, on va être très vigilant en l'enfilant avec la deuxième main en tirant au niveau du poignet. Et une fois qu'on a enfilé ces deux gants, et ben là, on ne touche plus rien parce qu'on va aller juste faire le soin, l'idée étant de ne pas se contaminer les mains au préalable. Concernant le retrait des gants, vous venez de faire un soin qui a probablement contaminé vos mains, en tout cas vos gants, donc il faut être très vigilant. Tout d'abord, vous allez les retirer immédiatement après que vous n'en avez plus besoin pour ne pas contaminer l'environnement ou d'autres choses, et être très vigilant à la manière dont vous allez les retirer, l'objectif étant de ne pas vous contaminer vous. Donc il faut vraiment être vigilant à bien pincer le haut du premier gant pour pouvoir le retirer. Puis une fois que vous l'avez retiré, eh bien vous allez l'empoigner, vous allez le conserver dans l'autre main qui est élégantée. Vous allez retirer votre second gant délicatement et ensuite vous allez les jeter. Et immédiatement après les avoir retirés, il est vraiment important parce que même en faisant très attention, d'ailleurs vous avez pu le voir au niveau de la vidéo précédente, même en étant vigilant dans la manière dont vous allez retirer vos gants, le risque de se contaminer les mains reste quand même et il faut vraiment immédiatement après réaliser un geste d'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique pour bien vous désinfecter les mains. Je dis un geste de solution hydroalcoolique. Maintenant, attention, si vous venez de faire une toilette et que malencontreusement vous avez un petit peu d'eau qui est rentrée au niveau d'un gant, eh bien là vos mains seront humides. Il faudra donc réaliser un lavage à l'eau et au savon et à distance sur des mains parfaitement séchées. Réalisez seulement à ce moment-là votre solution hydroalcoolique.
Venons-en maintenant au port de masque chirurgical. Le port de masque chirurgical a pour objectif de protéger contre les grosses particules, des particules qui sont supérieures à 5 microns. Donc, lorsque l'on va tousser, en fait, on va émettre des particules, donc il est impératif de porter un masque, et dans ce cas, le masque, lui, va faire une barrière, donc il va empêcher limiter les projections, et du coup, on va protéger les autres, que ce soit les résidents ou nos collègues, mais également, on va protéger l'environnement. On va également porter un masque si on a un risque d'exposition à une projection. Donc là, l'objectif du masque, à ce moment-là, il va être de protéger les deux portes d'entrée qui sont le nez et la bouche. Si vous avez un résident pour lequel on suspecte ou qu'il est avéré qu'il est atteint du Covid, là, il va donc être attendu qu'il porte un masque. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, au niveau des professionnels d'un établissement, il est attendu que le port de masque soit systématique de la prise de son poste en arrivant jusqu'au départ de son poste. Donc ça, c'est vraiment impératif dans le contexte du Covid. Le masque, on l'a vu, a pour objectif de protéger les deux portes d'entrée qui sont donc le nez et la bouche. Donc, s'il y a un risque d'exposition à des projections, il va falloir dans ce contexte nous protéger les yeux avec des lunettes de protection. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les lunettes de protection. Concernant les bonnes pratiques, là aussi il y en a, vous les connaissez déjà probablement. Donc tout d'abord concernant les masques chirurgicaux répondent à la norme ENR 14683. Aujourd'hui, dans le contexte des tensions d'approvisionnement, on peut avoir des masques qui viennent de l'étranger et qui du coup répondent à d'autres normes. Concernant les pratiques, impératif de faire un geste d'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique avant de prendre un masque dans la boîte. Là aussi, il est impératif de ne pas les déconditionner. Et en fait, quand vous allez prendre votre masque, la face externe, c'est celle qui va être au-dessus. Donc, vous allez pouvoir le voir directement pour bien le positionner. Il faut donc bien ensuite le positionner. Donc, on va déjà le déplier, on va le poser sur son visage, on va mettre les liens ou les élastiques en fonction de ce que vous avez. Et puis, on va pincer au niveau de la barrette. Je vous l'ai dit, il a pour objectif de vous protéger notamment les portes d'entrée qui sont le nez et la bouche. Donc, il est impératif qu'il couvre bien le nez, la bouche et le menton. Et une fois que vous avez mis votre masque en place, eh bien, on ne le touche plus. On va le changer dès lors qu'il va être mouillé, parce qu'on va être éternué ou parce qu'on va tousser et que du coup, on va le mouiller nous ou bien qu'on va être exposé. Et en tout cas, on ne le garde pas plus de 4 heures. Et attention, quand on retire son masque, de bien donc l'éliminer correctement et immédiatement après, et de surtout bien réaliser un geste d'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique pour bien se désinfecter les mains parce qu'on a pu les contaminer au niveau du masque. Important aussi de respecter les bonnes pratiques dans le port du masque, ça veut dire que un masque ne se porte pas en collier autour du cou. Un masque ne se touche pas parce que sinon vous allez détériorer la partie filtrante. Donc un masque qui a été touché, qui a été manipulé, il faut impérativement le jeter parce que même si visuellement il peut sembler encore efficace, il ne l'est plus forcément. Et quoi qu'il en soit, dès lors que l'on va toucher un masque, il va falloir se désinfecter les mains impérativement. Concernant le masque FFP2, son objectif, lui, est de protéger contre les petites particules, donc celles qui vont être en dessous de 5 microns. Et en fait, il est indiqué de le porter lorsqu'il y a des gestes à risque d'aérosolisation, puisque dans l'aérosol, on va retrouver des petites particules. En règle générale, ça concerne les situations d'intubation, d'extubation, également d'aspiration ou de réanimation, de fibroscopie, mais également d'oxygénothérapie, avec une oxygénothérapie qui est supérieure à 6 litres, ce qui est quand même assez rare dans les établissements médico-sociaux. Bien évidemment, le masque FFP2 sera également complété de protection oculaire s'il y a un risque d'exposition à des projections pour protéger la muqueuse des yeux. Donc concernant le FFP2, sa norme c'est le EN 149. Là aussi, on a d'autres normes, notamment une norme canadienne qu'on voit régulièrement qui est la norme 95. Sur les pratiques, là encore, il est attendu de réaliser des gestes d'hygiène des mains
avant de prendre le masque dans la boîte, de le positionner correctement au niveau du visage. Donc là aussi, on va le déplier, on va le poser, on va bien mettre au niveau des élastiques. Donc au niveau de la base du cou et derrière la tête pour vraiment bien positionner, bien maintenir le masque. Pensez à bien serrer la barrette au niveau du nez, de bien recouvrir l'ensemble du nez, de la bouche et du menton. Et une fois qu'il est positionné, eh bien on va le tester. On va tester son efficacité, son étanchéité. Et en fait, il faut, en le plaquant bien, inspirer et expirer. Et on va voir si, lorsque on respire, et notamment lorsque l'on inspire, il doit se plaquer vraiment sur le visage. Donc une fois qu'il est bien positionné, qu'il est bien ajusté, mais surtout, là aussi, on ne le touche plus, c'est comme tout masque. Et on va le changer, lui aussi, dès lors qu'il va être mouillé. Et lui, par contre, le FFP2, on peut le conserver jusqu'à 8 heures de temps. Concernant le retrait, tout comme le masque chirurgical, il faut, dès lors qu'on l'a retiré, l'éliminer directement dans la filière. Et puis, ne surtout pas, encore une fois, oublier de se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Tout comme le masque chirurgical, on ne doit pas le porter autour du cou et tout masque touché doit être éliminé, jeté parce qu'on ne peut plus garantir de son efficacité. Concernant le masque grand public, il n'est pas indiqué pour les professionnels. C'est vraiment un masque à usage non sanitaire. Donc seuls les visiteurs et les bénévoles peuvent le porter, en sachant que c'est quelque chose donc, qui est préconisé, notamment lorsque la distanciation physique ne peut être respectée. Par rapport au masque grand public, il y a aussi des bonnes pratiques à respecter. Et la première des choses, c'est de s'assurer qu'il soit conforme au niveau des recommandations de l'AFNOR. Pour l'utilisation, là encore, hygiène des mains avant et après le port du masque. Ce masque, du coup, n'est pas éliminé après utilisation. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention en termes de stockage. Donc déjà, il y a le stockage avant l'utilisation où il faut vraiment que le porteur soit vigilant pour que son masque n'ait pas été contaminé en amont de le porter. Mais après l'utilisation, il faut vraiment le retirer et qu'il soit mis dans une pochette dédiée. L'entretien du masque, il doit être fait en machine, conformément aux recommandations de l'AFNOR. Ça veut dire un lavage, notamment à 60 degrés, pendant 30 minutes. Le nombre de lavages doit être tracé, donc le porteur, les utilisateurs doivent veiller à tracer parce que, à force d'un certain nombre de lavages, le textile va se détériorer et de fait, il ne va plus être efficace. Donc, il faut vraiment être très très attentif. Hein. Là aussi, être bien attentif au niveau du sens du masque, l'intérieur, l'extérieur. Quelquefois, on a des masques en tissu où les deux sont faits de la même matière et en tout cas du même tissu. Donc, ça peut vite être compliqué de bien vérifier l'intérieur et l'extérieur. Le haut et le bas. Souvent, le haut et le bas, comme il y a une petite tirette, ça va encore. Mais il faut vraiment être vigilant au sens de ce masque. Bien évidemment, comme tout masque, il ne doit pas être porté en collier, il ne doit pas être manipulé. C'est vraiment important de respecter ces bonnes pratiques. Et c'est souvent compliqué de vérifier justement la conformité d'un masque grand public par rapport notamment aux normes AFNOR. C'est pas toujours écrit dessus, c'est pas forcément bien voyant. Donc il faut vraiment être vigilant sur leur utilisation, notamment pour les visiteurs et les bénévoles. Attention aussi au niveau de tout un tas de choses qui apparaissent, notamment sur le marché. Et comme vous le voyez là, par rapport à l'image du dessous, cette visière portée en masque, c'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas un masque. Donc, ça ne peut pas être utilisé et porté. Et encore une fois, sur le masque grand public, ils ne doivent pas être portés par les professionnels dans le cadre de leur activité au sein de l'établissement dans lequel ils interviennent. Une dernière vidéo qui vous met en lumière le risque de contamination autour du masque, et notamment lorsqu'il y a des manipulations ou un port qui n'est pas correct à mes usages. Donc, je vous invite là également à bien prendre le temps de la visualiser.
Le retrait du masque, c'est vraiment une étape à haut risque de contamination. Si vous avez croisé une personne qui est porteuse du virus et que la distanciation n'a pas été respectée, la face externe de votre masque peut donc être contaminée. Donc, en le retirant, lorsque vous allez, vous risquez de vous exposer au niveau des mains. Donc, il faut vraiment être très très vigilant à la manière dont vous allez le retirer, en ne le manipulant que par les élastiques ou les liens. Surtout, ne pas le retirer en l'empoignant via la partie filtrante. Et veillez aussi à ce que quand vous le retirez, eh bien, il ne touche pas votre visage, vos cheveux, votre cou. Être très très vigilant à la manière dont vous le retirez. Et une fois qu'on a retiré un masque, comme on a pu se contaminer les mains, il est impératif de réaliser un geste d'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. La protection oculaire. Pour les portes d'entrée qui sont le nez et la bouche, on l'a vu, ils sont protégés par le masque. Concernant les yeux, pour les protéger, ce qu'il faut, ce sont des lunettes de protection. Des lunettes de protection ou un masque dans lequel il y a une visière d'intégrer ou une visière de protection. Il faut savoir que les lunettes de vue ne sont pas protectrices parce que bien souvent, elles sont peu couvrantes. En tout cas, elles ne protègent pas du tout sur les côtés des projections et des aérosols. Donc, il faut vraiment, lorsque l'on est exposé à une projection ou à un risque d'aérosolisation, penser ce type de pays. Concernant leur pratique, souvent c'est du matériel qui est réutilisable. Il est donc important qu'il soit bien nettoyé et désinfecté après utilisation, mais également qu'il soit stocké et rangé bien proprement, bien correctement avant d'être réutilisé. Encore une fois, il faut être vigilant, une visière ou des lunettes ne remplacent pas le port du masque, c'est quelque chose qui vient vraiment en complément. La tenue professionnelle, on l'a vu, ça fait partie des prérequis. Mais en fonction des activités, en fonction de ce que vous allez faire, cette tenue, eh bien, il va falloir parfois la protéger. Et on va la protéger notamment dès lors qu'il va y avoir un contact entre la tenue et du coup le patient, le résident que l'on va prendre en charge avec un risque d'exposition à des liquides biologiques, notamment lorsqu'on fait un change. Si on appuie le résident contre soi, on va protéger sa tenue. Lorsqu'on va faire une toilette sur des soins comme ça c'est impératif de la protéger. Après, en termes de protection, si on fait des soins qui sont mouillants ou souillants, et notamment la toilette, eh bien on va privilégier le tablier plastique. Et si on fait des soins à risque d'aérosolisation, là on va prendre une surpose. Concernant cette tenue, il va falloir là aussi respecter des bonnes pratiques, et notamment lorsqu'on la retire, puisqu'elle va être contaminée, il va surtout falloir être très vigilant à ne pas la retirer par le visage. Et là encore, faire des gestes d'hygiène des mains avant et après. Pour ce qui est de la tenue de protection, on va bien évidemment privilégier le matériel à usage unique. Dans le contexte actuel, on peut avoir des tensions d'approvisionnement et du coup, à défaut, utiliser du matériel qui va être réutilisable. Donc, il va falloir, si on utilise ce type de matériel réutilisable, être très 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 vigilant sur le retrait parce que par rapport au tablier à usage unique, j'y reviens un petit peu après, mais ils peuvent casser au niveau du lien. Là, ça peut être compliqué. Et puis notamment au niveau de l'entretien, puisque c'est des dispositifs médicaux qui devront être lavés toujours à 60 degrés pendant 30 minutes. Lorsque l'on parle d'habillage ou de déshabillage, c'est le fait de compléter sa tenue professionnelle via des équipements de protection, des EPI, notamment les masques, les tabliers, les gants, les lunettes de protection. Donc dans tous les cas de figure, que ce soit en termes d'habillage ou de déshabillage, il y a vraiment une chronologie à respecter. Et quoi qu'il en soit, par rapport à l'habillage, la première des choses va bien évidemment être l'hygiène des mains, l'objectif étant de ne pas contaminer les EPI. On va ensuite mettre son masque et puis après les autres pays en fonction de nos besoins. Concernant le risque le déshabillage, c'est là que le risque de contamination est essentiel. Donc il faut vraiment être très très vigilant à ne pas se contaminer lorsque l'on va retirer ces EPI. Donc là aussi, il y a une chronologie qui est vraiment importante à respecter et des gestes d'hygiène des mains. Donc la première chose à retirer, si tant est qu'on a eu besoin d'en porter, c'est les gants. Ensuite, ça va être le tablier ou la surblouse.
On va donc, à ce moment-là, comme on a retiré des éléments contaminés, réaliser une hygiène des mains. Et ensuite, on va aller retirer les éléments qui sont au niveau de notre visage, en l'occurrence. Dans un premier temps, les lunettes, puis le masque. Donc, l'objectif de l'hygiène des mains intermédiaire, c'est de ne surtout pas se contaminer au niveau du visage. Et une fois qu'on a retiré les lunettes, puis le masque, à ce moment-là, on réalise à nouveau une hygiène des mains. Le masque est toujours la chose que l'on met en premier, d'ailleurs vous pouvez le voir dans la chronologie de l'habillage, mais également que l'on retire en dernier au niveau du déshabillage. Concernant le retrait du tablier à usage unique, c'est vraiment une étape qui est vraiment à haut risque de contamination de la tenue professionnelle. Donc il faut être très très vigilant et sur la manière dont on va le retirer. Ces matériaux, ces dispositifs, ils ont été conçus en fait donc pour que l'on puisse déchirer les liens derrière le cou. Donc de fait, on va être vigilant donc en les retirant à les arracher. On va du coup le retirer par l'avant en veillant à ne pas se contaminer et en aucun cas on va les passer par la tête. Par contre, si on en revient tout à l'heure à ce que je vous disais, on l'a vu dans le contexte actuel avec des fois des difficultés en termes d'approvisionnement de ces dispositifs, on peut être amené à utiliser des tabliers plastiques où là malheureusement on n'aura pas d'autre choix parce que souvent ils ne sont pas conçus pour être arrachés. Donc c'est vraiment encore une fois quelque chose sur lequel il faut être très 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 vigilant. Les mesures précédentes, elles ont pour objectif de se protéger, de protéger les autres, mais également l'environnement. On l'a vu, l'environnement peut être un réservoir de micro-organismes et il va falloir avoir des actions et des mesures qui permettent, encore une fois, de limiter la transmission. Donc au niveau des locaux, ce qu'il est conseillé, c'est de les aérer plusieurs fois par jour, 15 minutes. Ça va permettre de diminuer, de changer l'air, comme on le dit, de diminuer le nombre de micro-organismes, de particules qui sont présents. Concernant les surfaces, tout ce qui est touché, manipulé, il va falloir être vigilant à faire de l'entretien minutieux, régulier et vraiment correctement de tout ce qui va être touché. Il faut bien penser à tout ce qui est télécommande, tout ce qui est poignée, interrupteur, les mains courantes, les rampes, enfin tout ce qui va être touché, manipulé, il faut vraiment que cet entretien-là soit minutieux et rigoureux. En termes de produits, eh bien, on va choisir des détergents désinfectants qui vont être virucides selon la norme EN 14476. Cette norme, en fait, elle a été testée au niveau de virus qui sont nus et qui, de fait, sont beaucoup plus résistants que le coronavirus. Donc, on sait qu'il y a une efficacité de ces produits. Il faut être très, très vigilant en ce qui concerne le temps de contact de ces produits avec la surface et lorsque ce sont des produits qu'il faut diluer, à bien respecter les pourcentages de dilution. On peut également utiliser de l'eau de Javel qui est aussi efficace sur le virus à une dilution précise, en étant vigilant aussi sur l'eau de Javel, parce que comme vous le savez, il y a des dilutions, mais également il y a des délais de conservation avant et après la dilution, donc il faut vraiment respecter les protocoles. Concernant l'entretien des locaux, l'utilisation des aspirateurs est à proscrire, car il y a un risque de mise en suspension en fait du virus. Donc il faut vraiment être très très vigilant à ne pas utiliser d'aspirateur. Pour le linge, là aussi, lavage en machine, minimum 60 minutes, non, minimum 60 degrés, pardon, et pendant 30 minutes. Pour le linge, qui va être compliqué de laver à 60 degrés, parce que ça peut être le cas notamment au niveau des vêtements civils, et bien à défaut, on peut le séquestrer 7 jours dans un sac hermétiquement fermé, parce que c'est le délai nécessaire pour que le pathogène se détruise naturellement. Pour les déchets, si vous avez une filière d'Astri, ils vont être éliminés en filière d'Astri pour un patient Covid, ou ils peuvent à défaut être éliminés en ordures ménagères, dès lors qu'il y a un double emballage, en fait. On va mettre les déchets dans un premier sac, on va le fermer, on va mettre dans un second sac, on va à nouveau fermer, on va stocker les ordures pendant minimum 24 heures au domicile, notamment du patient, du résident, avant l'enlèvement. Et en tout cas, ça va permettre
ce temps, si vous voulez, va permettre, et cette pratique vont permettre de réduire l'inoculum, c'est-à-dire le nombre de micro-organismes qui sont au niveau des déchets, notamment au cas où il y aura une perforation du sac de déchets. Donc voilà, concernant les cartons, eh bien on ne va rien recycler parce qu'il faut vraiment détruire les pathogènes. Pour faire la synthèse des différentes mesures, une des choses prioritaires, ça reste quand même la distanciation. Rester à distance permet d'être exposé de manière minimale. En EMS, ça peut être très compliqué, hein, et notamment lorsque on va prendre en charge un patient, un résident, mais également à domicile. Hein. Donc le port de masque qui va être de fait indiqué pour tous les professionnels dès l'arrivée dans l'entreprise jusqu'à leur départ. Ça, c'est impératif. Concernant les visiteurs, eux également mettent un masque, même s'ils gardent leur distance. Ça, c'est impératif parce qu'on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, eh bien, les gens se rapprochent. Donc, le port de masque, là aussi, est impératif. Et pour les situations où le port de masque n'est pas possible, parce que ça peut arriver, la distanciation reste l'impératif. Vous l'avez compris, les portes d'entrée, c'est le nez, les yeux, la bouche. Donc, par principe, on va éviter au maximum de se toucher le nez, les yeux, la bouche. Je sais que c'est pas facile, et notamment au niveau des yeux, notamment quand on porte des lunettes, ça peut parfois être bien compliqué parce qu'au cours de la journée, on s'aperçoit qu'on le remonte très régulièrement. Donc c'est vraiment impératif de veiller à ne pas se toucher ni le nez, ni les yeux, ni la bouche. Surtout que, comme vous pouvez le voir, on n'est pas à l'abri que nos mains soient contaminées. Et encore une fois, c'est la meilleure porte d'entrée du virus. Enfin, c'est la porte d'entrée du virus. L'hygiène des mains, donc les mains, vous l'avez compris, c'est une source de contamination. On va faire de ce qu'on appelle de la contamination, comme je vous le disais, qui est manuportée. Donc en fait, c'est le meilleur véhicule pour transporter le pathogène d'un point A à un point B, d'un résident A à un résident D. Donc il est vraiment impératif de réaliser des gestes d'hygiène des mains, en sachant qu'encore une fois, ce qu'il faut privilégier pour pouvoir bien se désinfecter les mains et puis éliminer le pathogène, c'est la solution hydroalcoolique, mais qu'on va être faite sur des mains propres et sèches, et ne réserver l'utilisation que du savon et du savon liquide notamment, lorsque l'on a des situations où les mains sont visuellement souillées ou qu'il y a quelque chose dessus. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, le virus circule. Pour combien de temps, on ne le sait pas du tout. Donc il faut vraiment être très vigilant. Il y a vraiment des messages qu'il faut véhiculer et porter donc, sur ce virus. Des mesures aussi qu'il est important de faire passer. Il faut être aussi vigilant sur la possibilité de personnes qui peuvent porter et partager le virus même en étant symptomatique. Vous l'avez vu, ça a été discuté auparavant. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que les précautions standards sont des mesures qui doivent être respectées tout le temps, pour tout le monde, et ce pour tous les patients ou résidents, et ce quel que soit leur statut infectieux, parce qu'encore une fois, quelquefois on ne le connaît pas, et c'est notamment le cas des personnes asymptomatiques. Donc il faut vraiment, en plus de la distanciation, être vigilant sur le port de masque et du masque chirurgical, et bien respecter l'ensemble des mesures barrières qui, encore une fois, sont efficaces si elles sont bien appliquées. Donc, le port de masque et l'hygiène des mains, mais aussi l'environnement qu'il faut également bien maîtriser. Ces deuxième diapositive, donc c'est vraiment des messages qui sont vraiment à destination des professionnels. Il n'est pas rare que lors de la prise en charge d'un résident, eh bien, on soit vigilant, on respecte bien les mesures, mais ce que l'on s'aperçoit aussi, c'est que régulièrement, les gens baissent leur garde, et notamment lors des pauses, ou au départ du travail, dans les vestiaires. Donc le risque de contamination, il est vraiment tout le temps et partout. Donc je pense qu'il faut vraiment ne pas négliger ces moments-là et surtout ne jamais baisser la garde. Alors c'est vrai, c'est lourd, on est bien d'accord, mais je pense qu'encore une fois, il faut vraiment rester vigilant. Ces deux affiches sont disponibles sur le site du CEPIAS. Je vous invite à bien
les télécharger, à les imprimer. Elles sont disponibles, l'objectif étant que vous les mettiez à disposition et la repositionner à l'entrée de la salle de pause ou du vestiaire est aussi un moyen de bien rappeler ces messages-là.